Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Merci de votre fidélité qui va sans cesse croissante. Alors j'ai voulu parler d'un sport si populaire il est populaire presque dans tous les pays du monde. Et nous sommes en pleine éliminatoire de la Coupe du Monde de football. Pour en parler, mon invité Samir Jabali, journaliste sportif. Bonjour Samir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nader, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci à vous. Qu'en est-il des éliminatoires de la Coupe du Monde de football vus du côté de l'équipe tunisienne d'abord, algérienne et marocaine ensuite? Alors Nader, on est en plein dedans, justement. On vient de sortir d'un match, du match retour, de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se dérouler en Russie en 2018. Et la Tunisie a réussi un très beau résultat en RDC. Et elle a réussi à... Donc on félicite vraiment nos amis tunisiens et l'équipe de Tunisie pour ce qu'ils ont réalisé. Ils perdaient 2-0 devant 100 000 spectateurs. Donc au Congo. Au Congo, à l'extérieur. Très difficile. Pour les équipes maghrébines ont beaucoup de mal en Afrique. À s'imposer en Afrique, exactement. Alors, ils perdaient 2-0. Ils perdaient 2-0 et la Tunisie a réussi à le faire. Elle a réussi à revenir à 2-2 et à garder la distance en fait. Donc à prendre le point là-bas. Avec son adversaire direct. Donc ils les ont battus au match aller en Tunisie, au match aller à Tunis. Et ils ont réussi à faire 2-2 retour. Le groupe est composé de la RDC, de la Libye et de la Guinée. L'adversaire direct était la République démocratique donc du Congo. Et la Tunisie a concrètement gagné son duel avec son adversaire direct. Donc ils sont bien partis pour se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie. Mais bon, on va être prudent, il reste 2 matchs encore. Qu'est-ce qui reste justement? Qu'est-ce qui peut arriver quel piège peut être tendu à cette équipe tunisienne? Le premier piège déjà, c'est de se mettre la pression bêtement. Quand on a réussi à faire un beau résultat au match aller, au match retour contre ton adversaire direct, ce qu'il faut, c'est continuer le travail et confirmer sur les 2 dernières journées. Là, ce qui se passe, c'est que le premier adversaire, ça va être la Tunisie elle-même, toute seule. D'accord. Ne pas se mettre de fausses pressions, jouer comme elle sait le faire. Et c'est la raison pour laquelle la Tunisie se qualifie souvent pour les grandes compétitions, c'est que l'équipe est très solidaire. Soudée, l'équipe est très soudée. On le sent bien. C'est une équipe où le collectif prime avant les individualités et ça se sent en fait quand on regarde les matchs de la Tunisie. Quand vous dites que ce collectif prime dans le jeu tunisien, ça veut dire qu'il ne prime pas ailleurs, chez les Algériens ou chez les Marocains? Il y a une différence à ce niveau-là? En fait, chaque pays a sa particularité, sa manière de jouer. La Tunisie, en fait, depuis un moment, elle a basé sur son jeu sur un bloc solide. Après, on ne va pas commencer à parler des ondis, etc. Mais vous savez, les Tunisiens, en général, ils se font tout petits. Et vraiment, sur le terrain, ils s'expriment sur le terrain d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils sont solidaires. On ne va pas commencer à comparer avec les autres équipes, surtout que l'Algérie, en ce moment, a fait mauvaise passe pour l'équipe d'Algérie. C'est quasi éliminé. Oui, éliminé, c'est... À moins de... Non, mais c'est même mathématiquement, c'est plus possible. À moins d'un possible, forfait quelque part. Oui, c'est le Nigeria qui... Et pour le Maroc, c'est pas gagné, on y reviendra. Pour le Maroc, ils sont en bonne passe, on va y revenir, c'est ça. Mais la Tunisie, effectivement, c'est une équipe vraiment solidaire qui défensivement est très costaud et arrive à jouer en équipe. Donc ça se ressent. C'est vrai qu'on ne le ressent pas forcément chez les autres équipes, pour comparer avec l'Algérie et le Maroc. Juste une dernière phase tactique et technique, c'est que ça, il y a des équipes qui savent le faire 5, 10 minutes, 20 minutes, mais le faire sur 95 minutes, c'est très compliqué. Ça, la Tunisie, c'est peut-être l'équipe qui sait le faire. Alors, pourquoi? Il y a sûrement des joueurs qui se connaissent depuis un moment. Peut-être que le championnat local tunisien est aussi d'un meilleur niveau que celui de ses voisins. Il y a plein de choses qui font que... il y a un schéma qui est adopté depuis un moment et ils arrivent à le développer, c'est tant mieux pour la Tunisie. On a l'impression que, quel que soit le sélectionneur, quel que soit l'entraîneur, ce schéma que vous venez de décrire dans l'équipe tunisienne, lui, il y a une espèce de fond tunisien qui traverse les sélectionneurs et les entraîneurs. Et une mentalité de groupe qui fait que
ça traverse le temps. Vous savez, comme on dit, il est plus facile de changer un entraîneur plutôt que de changer 22 joueurs. Donc l'équipe tunisienne a un fond de jeu. Donc le sélectionneur, il arrive pour ajouter une philosophie de jeu, pour apporter un discours, une agressivité, pour apporter, voilà, c'est une nouvelle personnalité qui arrive dans le groupe. Ouais. Mais sur le fond, la Tunisie, elle jouera toujours de la même manière, bloc solide, défensive, et on l'a vu contre la RDC. Ouais. On essaye de tenir, et hop, une petite contre-attaque. Et là, pour le coup, l'équipe adverse s'y attend pas. Je peux même revenir sur la CAN qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Ouais. Lorsque la Tunisie bat l'Algérie, c'était un magnifique but de Msekni, si je me rappelle bien, Ouais. dans les arrêts de jeu sur une frappe lointaine. 1-0, le match il est bouclé et victoire de la Tunisie. Bah ça, ce que je viens de vous citer, c'est concrètement le style de jeu de la Tunisie en fait. C'est que vous pensez qu'ils sont abattus, qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts du tout. Pendant 90 Jusqu'au minutes, bout. ils arrivent à tenir, même si l'autre équipe en face a le ballon, bah, la Tunisie elle va savoir jouer d'une manière où l'équipe d'en face a le ballon, mais à un moment donné, c'est la Tunisie qui gagne à la fin. Et on l'avait vu contre l'Algérie à la CAN en Afrique du Sud. Dites-moi Samir, j'ai l'impression moi que, alors, pour comparer un petit peu les équipes de football maghrébines, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, qu'il y a souvent pour le Maroc ou pour l'Algérie des personnalités qui sortent du lot. Et que ce n'est pas le cas forcément pour l'équipe de Tunisie, que ça reste davantage le groupe que l'individu. Est-ce que je me trompe, et si je me trompe, est-ce que je me trompe de beaucoup? Parce qu'on pourrait aisément citer des grands footballeurs marocains ou algériens qui ont fait les beaux jours de leur équipe. Pour la Tunisie, c'est toujours le groupe, l'équipe de Tunisie. C'est ça. Et pourquoi? C'est quand même assez… Il y a du talent chez ces trois équipes. Alors si on va parler de l'Algérie, effectivement, il y a un talent en ce moment qui a débordé d'énergie, de technicité, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre, 7e au Ballon d'Or. Effectivement, là, si je reprends ton exemple, on a vraiment une individualité c'est une tête d'affiche en Algérie, tout comme Yassine Brahimi ou ce style de joueur. C'est vrai qu'en Tunisie, on n'a pas des exemples similaires. Alors pourquoi, s'il y a un Tunisien qui explose de la même manière que Riyad Mahrez, il va être vu de la même façon? Simplement, je pense que de nature, le Tunisien il se fait plus discret, d'une manière générale. En fait, il se montre moins. Alors, si jamais il doit être une tête d'affiche, ce n'est pas lui qui va faire en sorte de l'être, ça va plus être les médias qui vont le mettre en avant. Mais c'est vrai que les Tunisiens, d'une manière générale, ce n'est pas leur style de se montrer, entre guillemets, de flamber, de crâner. D'accord. Et il vaut mieux travailler dans l'ombre, tant mieux pour eux, c'est mieux comme ça. D'accord. Comment expliquer que ces trois équipes, Maroc, Algérie, Tunisie, même si elles brillent chacune leur tour, hein, c'est rare qu'elles brillent en même temps. Je me souviens qu'elles avaient brillé en même temps un petit peu dans les années 80, le Maroc et l'Algérie, qui avaient en même temps deux belles équipes. C'est vrai. Mais toutes les trois n'ont pas un palmarès fulgurant sur le continent africain. Je pense ne pas me tromper, elles ont chacune remporté une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas beaucoup. Hein, l'Égypte a fait un record extraordinaire, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria. Mais ces équipes maghrébines, sur le continent africain, je parle des équipes nationales, il n'y a pas de quoi… Nader, je vous l'accorde totalement. Ouais. Au niveau africain, le palmarès des sélections maghrébines est très faible. Une Coupe Comment d'Afrique des Nations, c'est pas assez. Ouais. Pour avoir des amis qui jouent dans ces sélections-là, si vous voulez gagner sur le continent africain, c'est pas facile. Vous savez, pour être transparent avec vous, c'est pas l'euro. Ouais. Quand une compétition est organisée en Afrique, les conditions ne sont pas les mêmes que vous avez. Et peut-être que les joueurs maghrébins se rapprochent beaucoup plus du style européen qu'africain. Dans la manière de préparer un match, l'état des terrains, des pelouses, comme on l'a cité, vous avez des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats du monde, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, qui ont l'habitude de jouer sur des belles pelouses, qui ont l'habitude de préparer leurs matchs, qui ont un certain confort. Et quand ils arrivent en Afrique, c'est vrai que… Donc c'est des petits bourgeois, quoi. C'est pas ça. Le footballeur maghrébin est un petit bourgeois. C'est pas ça, c'est que vous savez, la nature humaine, quand vous avez été habitué à quelque chose, vous avez l'impression que pendant toute la compétition, c'est une nouvelle chose en fait qui arrive. Les conditions de préparer un match ne sont pas pareilles.
toute façon, pour tous les footballeurs, vous jouez sur une belle pelouse et sur un terrain où il y a des mauvais rebonds partout, ou l'inverse, vous ne pouvez pas pratiquer votre football. Et c'est là où peut-être les équipes telles que le Cameroun, le Nigeria sont peut-être plus armées, plus robustes, plus préparées à jouer ces compétitions-là. Préparation de match, état de la pelouse, climat. On ne peut pas dire que les joueurs qui jouent en Europe, ils sont habitués à jouer sous 40 degrés, 42 degrés. Il y a quand même des endroits en Algérie, au Maroc et en Tunisie où la température est importante. L'Algérie est partie jouer en Zambie. Il faisait 27 degrés, 30 degrés. Elle a joué à 15 heures. Oui, mais il faisait 30 degrés. Quand vous jouez à 15 heures, il fait pareil. Le niveau d'humidité, en fait, n'est pas le même. Donc, est-ce que ça veut dire, Samir, que chez nos amis africains, on fait exprès de faire que ces matchs aient lieu à des moments où l'équipe adverse est forcément Est-ce qu'on fait exprès Est-ce qu'on fait exprès? Je sais pas. Pourquoi pas, mais c'est de bonne guerre en même temps. Il y a des personnes qui prennent des décisions pour mettre les matchs à 16h. Exactement. On peut le mettre à 20h le match. On peut le mettre à 20h, mais il y a des pays qui vont peut-être utiliser l'excuse de l'électricité, qu'il n'y a pas de lumière la nuit, qu'à tout moment le stade il peut s'éteindre, donc vaut mieux jouer l'après-midi. Il y a aussi des questions de sécurité. Si vous faites un match le soir dans certains pays, c'est pas préférable. Donc voilà, bon, après s'ils peuvent utiliser ça un petit peu, oui, ça peut être une manière d'essayer de mettre des ils ont bien raison de le faire. Ils ont bien raison, bien sûr. On met toutes les choses. Mais le football, c'est on joueur contre joueur. Je joue chez toi, tu joues chez moi. On ne trouve pas d'excuses. L'Afrique, c'est comme ça. On est habitué. On sait qu'il y a le climat, qu'il y a le terrain. Maintenant, voilà, faut y aller avec toutes les armes et il faut gagner. Mais je suis quand même un peu moins convaincu par l'argument. C'est juste, on n'a pas l'habitude, on s'est habitué au championnat européen. Parce qu'il y a pas mal de joueurs africains qui jouent en Europe. Des grands talents qui jouent en Europe, qui eux aussi donc, se sont embourgeoisés, parce que c'est dans la nature. Nader, ces joueurs-là, en général, ils ne sont pas nés dans la bourgeoisie. En fait, ils sont nés souvent en Afrique, ils sont nés souvent dans ces pays, et même s'ils vont jouer ensuite en Europe, ils ont quand même un petit rappel de ces pays-là, de ces terrains-là, de la manière de jouer, donc ils y arrivent. Pour moi, je pense qu'ils sont quand même plus armés pour jouer chez eux à domicile que les pays maghrébins. Après, encore une fois, je ne suis pas en train de parler de niveau. Je ne suis pas du tout en train de parler de niveau, attention. Je ne suis pas en train de dire que Algérie, Maroc, Tunisie, c'est beaucoup plus fort que Cameroun, Nigeria, mais à cause du terrain, du climat, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Certainement que sur terrain neutre… Alors, je vais donner mon avis. Vous me dites ce que vous en pensez. Parce que, pourquoi je ne suis pas d'accord avec cet argument? Je n'avais pas fini d'expliquer pourquoi. C'est parce qu'on a un autre exemple. On a l'Égypte. Voilà. On a l'Égypte qui, elle, bat même, sur le plan du nombre de médailles, le Cameroun ou le Nigeria. Voilà. Donc l'Égypte, on pourrait croire que sur le plan du climat, sur le plan des pelouses, sur le plan de tout ce qu'on veut, ça se rapproche de ce qui peut se passer en Algérie, Maroc, Tunisie. Moi, je crois que ce qui fait la différence entre le football égyptien et le football maghrébin, c'est que le football égyptien reste africain. C'est qu'il y a une culture et il y a une volonté de faire progresser le football en Égypte et donc en Afrique. Et qu'on regarde à fond en Afrique. Or, chez les Algériens, les Marocains ou les Tunisiens, beaucoup d'expatriés viennent avec une culture qui ne correspond pas, qui n'aide pas à gagner une Coupe d'Afrique. Et qui éloigne même, qui enlève les chances de pouvoir gagner une Coupe d'Afrique. Voilà, il y a quand même deux façons de voir le football africain. En Égypte, il y a une façon de le voir. Et au Maghreb, il y a une autre façon de le voir. On privilégie d'abord, on regarde beaucoup les expatriés. Et c'est bien, ça donne un autre football, machin, etc. Mais quand il s'agit de gagner une Coupe d'Afrique des Nations, et la preuve, et je termine, cher Samir, c'est que ça joue aussi contre les Égyptiens quand ils vont en Coupe du Monde, où là, ils font un parcours calamiteux. C'est parce que là, c'est le contraire. Le football égyptien n'est pas fait pour aller affronter des équipes d'Allemagne, alors qu'une équipe algérienne affronte une équipe d'Allemagne sans problème. Nader, vous avez bien fait de le citer. Alors, il y a deux points importants. D'ailleurs, je trouve que le modèle tunisien se rapproche un petit peu du modèle égyptien, justement. L'Égypte, ils ont la particularité de leur 11 titulaires. Tous les joueurs jouent presque, à quelques éléments près, dans le même club. Pendant très longtemps,
vous avez les joueurs égyptiens qui jouaient tous à El Ali, voilà. Ali et Zamalek, ils étaient tous soit l'un soit l'autre. Vous êtes habitués tous les jours à vous entraîner avec les mêmes joueurs et en sélection, vous retrouvez les mêmes têtes. Vous savez que ce qu'il y a de plus dur dans le football, c'est de faire jouer les joueurs les uns avec les autres. On peut avoir l'individualité qu'on veut, excusez-moi, mais par contre, si le collectif ne prend pas, encore une fois, le football, il ne sert à rien. L'Égypte a su jouer là-dessus, en fait, a su s'appuyer sur des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre eux et de se connaître. Et quand vous avez 11 soldats, 11 mecs qui jouent tout le temps ensemble, vous les emmenez un petit peu partout, les mecs, c'est des guerriers, ils ont l'habitude de jouer ensemble, vous avez plus de chances de gagner un match. Ensuite, on va revenir sur le modèle marocain-algérien. Leur fédération, c'est des fédérations qui attendent beaucoup de l'équipe nationale. Il y a une énorme pression populaire sur ces équipes-là. J'en parle en connaissance de cause, vraiment. De toute façon, on le voit à la télé après les matchs, vous voyez les stades pleins. Une équipe du Maroc, une équipe d'Algérie qui fait un match nul ou une défaite, c'est la fin du monde. Derrière, voilà. Donc les fédérations mettent, déjà, la pression populaire et les supporters mettent un énorme poids sur l'équipe nationale. La fédération essaie de tout faire pour que leur équipe nationale apporte des résultats positifs. Le problème dans ces pays-là, c'est qu'il y a très souvent un manque de stabilité. Il y a des mauvais résultats, le coach, il est viré. Je vais encore revenir sur le modèle algérien. Le modèle algérien, les années 90, c'était les années noires du football algérien. Il y a eu de très belles années dans les années 80. Très belles années, à l'époque Madjer, Assad Belloumi, que mon père m'en a parlé toute mon enfance. Et les années 90, c'était un petit peu les années noires. Et là, on a eu 8-10 belles années de l'équipe nationale d'Algérie. Il y a eu quelque chose qu'on ne peut pas nier. On parlait du modèle égyptien. Si vous voulez, si l'équipe nationale d'Algérie a de très bons joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens, on ne va pas s'en priver. Bien sûr. Donc on ne va pas prendre des joueurs du championnat local, enfin, je dis bien sûr, avec un niveau inférieur. Si je prends 11 joueurs du championnat local avec un niveau inférieur, ou un Riyad Mahrez qui a l'habitude de jouer contre des Arsenal, des Manchester City, contre des gros clubs, on va peut-être privilégier ça. Et encore une fois, pour finir, il y a le coach Vahid Halilhodžić qui est arrivé, qui a qualifié l'Algérie en Coupe du Monde, qui est allé jusqu'en 8e de finale, qui a fait du tort à l'Allemagne, qui a fait un très beau travail. Il y a tellement de pression dans ce pays-là qu'en fait, les supporters, la presse, ils ont mis énormément de pression, que cette stabilité-là qu'il a apportée, ils ont réussi à le faire partir. Derrière, Christian Gourcuff, même histoire. Et là, vous avez eu 4 journées de championnat d'éliminatoire qui sont passées avec 3 coachs différents. Donc là, quand on parle de stabilité, il n'y en a aucune. Donc c'est plutôt la stabilité que vous mettez, la stabilité du groupe. En fait, pour réussir, des instances, le succès d'une équipe, c'est plusieurs ingrédients qu'on assemble. Ce n'est pas un ingrédient qui va faire qu'on va gagner. C'est on assemble des ingrédients, il y a une alchimie qui se fait, et avec ça, à la fin, on a la victoire. Et c'est tout le monde qui doit y mettre son grain de sel, qui doit jeter des ondes positives sur cette équipe-là. Si demain, moi je suis joueur de foot, à chaque match j'ai un nouveau coach, donc ce qui se passe avec l'équipe nationale d'Algérie, ça ne m'étonne pas du tout. Et là, il y a Hervé Renard qui fait un très beau travail avec l'équipe nationale du Maroc et qui est peut-être aussi en phase de se qualifier en Coupe du Monde. Mais il reste 2 journées, donc on verra, on aura la réponse bientôt. L'équipe tunisienne ressemble-t-elle à son championnat? Autrement dit, est-ce qu'il y a une école de football qui donne une Tunisie, une équipe nationale de Tunisie? C'est un point important à souligner. Alors, je l'ai dit dans votre question précédente, si on a des éléments qui sont très bons dans les meilleurs clubs européens, on ne va pas s'en priver. D'accord ? Simplement, le championnat marocain, algérien, tunisien n'est pas que là pour faire des corps. Il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'il se professionnalise le mieux possible. J'ai parlé avec beaucoup d'agents de joueurs. Ils m'ont tous dit que le championnat tunisien était le championnat le plus pro, entre guillemets, entre les 3 championnats maghrébins. D'accord. Le championnat tunisien serait le plus professionnalisé des 3. En termes d'infrastructure, en termes de niveau de jeu, en termes de culture tactique et aussi en ce qui concerne toutes les conditions financières. Vous savez qu'il y a des clubs malheureusement qui font signer des contrats des joueurs et qui ne tiennent pas leur engagement. Le joueur n'a pas reçu le salaire qu'il devait recevoir. En Tunisie, ça peut exister, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. C'est le championnat le plus
professionnalisé entre guillemets. Et c'est pour ça que si vous regardez tous les transferts qu'il y a eu du championnat tunisien vers le championnat français, belge, allemand, il n'y a jamais eu de problème en fait de transfert, d'argent, de primes, voilà. En tout cas, il y en a moins qu'avec ces championnats voisins. Du coup, le championnat national tunisien, pour moi, a quelques pas d'avance historiquement sur le championnat marocain-algérien. Parce que toujours présent dans les plus grandes compétitions africaines, l'Espérance de Tunis a marqué de son empreinte pendant un moment, l'Étoile du Sahel également. Ouais. Voilà, donc il y a cette habitude-là de jouer des compétitions de haut niveau et encore une fois d'essayer d'être le plus pro possible avec tout ce qu'il y a autour du football, l'infrastructure et ce que j'ai cité tout à l'heure. D'accord. Vous avez des joueurs de cette équipe Tunisie qui sortent un petit peu du groupe? Vous parlez, en tête, vous-même? Sportivement, vous parlez? Oui, sportivement. Déjà, ils ont des très bons joueurs. Moi, j'apprécie beaucoup Ayman Abdenour, qui vient de signer à l'Olympique de Marseille, donc, qui est un très très bon défenseur. Il y a aussi Wabi Kazri, Naïm Sliti, qui sont de très bonnes individualités, justement. C'est des joueurs qui sont très très bons. Au passage, j'en profite pour saluer mes copains qui jouent dans cette équipe de Tunisie. Je connais Bilal Mochni, qui est défenseur, Selim Benjemia et plus récemment Jamel Saïd. Donc les copains, je vous passe un petit bonjour. Et, mais c'est d'ailleurs quand j'en parle avec eux, vu de l'intérieur, je reçois que des avis positifs en fait du collectif tunisien. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus en fait. Ouais. Des retours que j'ai. Oui. C'est une équipe vraiment qui aime jouer ensemble et ça se ressent. Et ça se ressent largement. Et vraiment, encore ça se ressent vraiment. Ça se ressent vraiment. Ouais. Davantage. Je suis navré de le dire, mais ça se ressent davantage que chez les autres. Comme on l'a dit en début d'émission, pour perdre 2-0 en République démocratique du Congo. Ouais. Devant 100 000 personnes et renverser la Vasseur à 2-2. Donc encore une fois, vraiment, je les félicite parce qu'en Afrique, ce n'est pas facile à faire. Donc bravo aux Tunisiens d'avoir réalisé ce beau résultat. Merci beaucoup Samir Jabali pour ces précisions sur le football maghrébin et le football tunisien. Merci pour votre invitation, c'était un plaisir et puis à très vite j'espère. À bientôt Inch'Allah. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Bonne chance aux équipes nationales de football du Maghreb. Et bonne chance à l'équipe de Tunisie. Au revoir.